Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un sociologue qui a très tôt pris à bras le corps la thématique de la sexualité dans un Maroc qui oppose conservateurs et une forte aspiration au respect des libertés individuelles. Ces publications, appuyées par des études qui vont à la quête du tabou, se suivent et ne se tarissent pas. Ces idées choquent plus d'un et il ne recule devant rien pour les clamer haut et fort. Ce soir, nous recevons le sociologue Abdessamad Dielmi. Abdessamad Dielmi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Abdessamad Dielmi, vous êtes un sociologue qui a toujours fait de la sexualité son objet d'étude. Pourquoi ce choix d'approfondir votre recherche et vos recherches sur un tel sujet? Au départ, c'était une question personnelle. J'avais lu le livre de Wilhelm Reich, La Révolution sexuelle. Et j'étais jeune à l'époque, très jeune même, 23 ans, prof de philo dans un lycée, marié, installé dans une villa avec un chien, une voiture rouge, tout ce qu'il fallait comme confort. Puis quand j'ai lu ce livre, Reich m'a montré que cette vie que je menais est une vie bourgeoise, conservatrice, qui allait déboucher sur la production d'enfants, de moutons politiques, et que la famille, telle qu'elle est, telle que je l'ai constituée, est une institution bourgeoise qui ne permet pas à l'individu de s'épanouir, de se réaliser. Et du coup, j'ai dit à ma femme, on va divorcer, je vais te répudier, et je l'ai fait. J'ai exécuté ma conviction. Personne n'a compris, à part moi, bien sûr. Puis après, je suis parti en France, et là, j'ai vécu une révolution sexuelle au jour le jour dans une cité universitaire à Nanterre. Paris 10, c'était aussi un lieu qui rappelait les événements de 68. Puis au retour, cette question est devenue un objet de recherche. D'abord une première thèse sur ce sujet-là au Maroc, que j'ai soutenue en 1980, qui a été publiée en 1985. Et c'est en toute modestie le premier travail de terrain sur la sexualité au Maroc. Les premières enquêtes, je les ai faites à Casablanca, j'étais à Casablanca. Donc c'était un peu le point de départ, c'était dans le cadre c'était le troisième cycle, et puis le livre a été publié en 1985 en arabe, film Maghrib. Puis après c'était... La femme et la sexualité au Maroc. Voilà. Traduire. Voilà, et puis après, oui, pardon. Puis après c'était la lancée, j'avais déjà écrit auparavant quelques articles par-ci par-là, dans des revues comme... la Malif, le SS, puis une thèse d'État en France sur la même problématique, si je puis dire, femmes, féminisme, discours. Donc il y a eu une accumulation, n'est-ce pas? Donc je suis passé, disons, par une conviction personnelle, puis transformer ça en objet de recherche. Et là, première étape, faire le terrain, n'est-ce pas? D'écrire, diagnostiquer. Puis après, construire des propositions et enfin théoriser, c'est-à-dire essayer de comprendre. Voilà. Théoriser, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Vous avez vous publiez des livres en fait au nombre de... Une vingtaine de livres sur plus de 30 ans de création. Voilà. Et puis depuis toutes ces années où vous avez consacré vos efforts pour la compréhension de la sexualité dans un pays comme le Maroc, il faut le dire, avec quelle conclusion vous êtes sorti? La conclusion principale, je l'ai établie en 2007. C'est là où j'ai sorti ce concept de transition sexuelle. C'est un concept qui d'abord décrit ce que le Maroc vit dans le domaine sexuel. Le Maroc est en transition sexuelle. Mais c'est aussi un concept qui renvoie à une théorie qui montre comment... Cette théorie de la transition, c'est la vôtre. Voilà. Comment cette transition sexuelle est une phase précédée par une phase qui a certaines caractéristiques précises et qui sera suivie d'une autre phase. Donc, pour faire vite,
jusqu'aux années 60, 70, 60, fin des années 60, il y avait une concordance entre les normes sexuelles et les pratiques sexuelles. Toutes deux étaient religieuses. Il y avait une conformité des pratiques aux normes. Pour faire vite, les pratiques sexuelles se passaient grosso modo dans le cadre du mariage. Fin des années 60, il y a eu explosion de cette unité entre normes et pratiques, et on rentre dans une phase où il y a une rupture. Les normes restent religieuses, les pratiques se libèrent, se sécularisent. Et là, il y a une rupture, c'est une explosion. Donc, explosion de pratiques préconjugales. Les croyances et les pratiques sont aux antipodes. Voilà. Les croyances et les normes, principalement, et les lois religieuses sont répressives, alors que les pratiques se permettent d'être libéralisées, libres, n'est-ce pas ? Explosion donc du sexe avant le mariage, les pratiques homosexuelles, prostitution, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis une troisième phase viendra où les normes elles-mêmes vont se séculariser. Et il y aura alors une concordance entre les normes sexuelles qui vont être sécularisées et les pratiques sexuelles qui sont sécularisées. L'Occident, et à ce stade-là, nous, on est dans la phase transitoire. C'est pour ne pas dire que l'on vit de la schizophrénie, c'est une notion que je rejette, elle est psychiatrique, elle n'est pas applicable à une société, parce que le Marocain sait ce qu'il fait. Le schizophrène ne sait pas ce qu'il fait, le schizophrène ne sait pas qu'il a deux personnalités. Par contre, le Marocain sait qu'il dit des choses, mais qu'il fait d'autres choses. Donc ce n'est pas de la schizophrénie. Et je rejette ce concept donc. Le concept d'hypocrisie aussi est un concept plus correct, mais ce n'est pas une analyse, c'est un jugement qui condamne. Moi, en tant que sociologue, je ne dois pas condamner, je dois expliquer, comprendre. J'ai également rejeté des concepts islamistes comme la déviance. Le Maroc dévie sexuellement selon le PJD. Le Maroc connaît le chaos sexuel selon l'adl wal ihsan. Le Maroc connaît un retour à la jahiliya selon la salafiyya jihadiyya. Moi, je ne peux pas utiliser ces notions-là. Et c'est pour ça que j'ai bâti une théorie sociologique que j'ai appelée transition sexuelle. Alors vous dites moi, quelles sont vos convictions quant à la sexualité ? Mes convictions, elles sont claires, elles sont évidentes. C'est-à-dire que pour moi, c'est un droit humain fondamental, quel que soit le sexe, quelle que soit la situation matrimoniale et quelle que soit l'orientation sexuelle. En d'autres termes plus simples, tous les acteurs sexuels, tous les acteurs sociaux ont droit à une sexualité, celle qu'ils préfèrent, celle vers laquelle ils penchent, à condition... Et quid de la société qui l'entoure ? Attendez, à condition qu'elle soit consentie et non violente. Donc pour moi, c'est-à-dire la liberté sexuelle est un droit à chacun de choisir sa sexualité, mais à condition qu'il y ait réciprocité, qu'il n'y ait pas de coercition, qu'il n'y ait pas de violence. Voilà. Bien sûr, cela se heurte aux lois, aux normes, aux traditions, c'est certain. Les conservateurs appellent ça de l'ibahia, de la pornographie. Non, justement, Qu'est-ce que vous répondez à cela ? En 1999, j'ai donné ma réponse. J'ai appelé à distinguer entre l'ibaha et l'ibahia. L'ibaha, c'est ce qui est permis. Ibahia, c'est la permissivité, c'est la promiscuité, c'est la licence sexuelle. Moi, je demande seulement à ce qu'une relation sexuelle consentie entre deux adultes soit permise par la loi. Quant à transformer cette permission en licence, en marché, en pornographie, en prostitution, en marché sexuel, non.
Voilà. Vous voyez. Et puis ce débat en fait qui prévaut sur les libertés individuelles, l'article 490, l'article du Code pénal, quel regard portez-vous en fait sur ces revendications? Elles se sont manifestées ces derniers temps de moult façons. Ça me fait plaisir, parce que, en toute modestie, j'ai été le premier Marocain à revendiquer la suppression de cet article-là en 2007, dans un article publié que j'ai repris dans beaucoup de mes livres, n'est-ce pas? J'ai demandé à ce que cet article-là soit supprimé, tout simplement. Et puis, le fait de supprimer cet article condamnant la débauche, c'est-à-dire une relation sexuelle entre deux célibataires de sexe opposé, un homme et une femme, deux jeunes qui font l'amour sans être mariés, sont poursuivis pour débauche. Façade, cet article-là doit être supprimé totalement du code pénal. Bien sûr, la personne qui est convaincue que cette relation est haram peut appliquer cela à lui-même, à elle-même, n'est-ce pas? Mais ne pas imposer cette attitude religieuse aux personnes qui n'en sont pas convaincues. Moi, je propose qu'il y ait une loi, c'est-à-dire une loi, un deal. Les gens qui sont convaincus que c'est haram sont libres de respecter cela. Les gens qui sont pour cette liberté doivent aussi avoir le droit à cette liberté et que les deux groupes coexistent pacifiquement et dans un respect mutuel. Voilà. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce débat sur les libertés individuelles est un faux débat et que les priorités au Maroc doivent se focaliser en fait sur l'emploi, sur les questions sociales? Qu'est-ce que vous répondez à cette vision des choses? C'est-à-dire, la sexualité est une question de santé. Ce discours-là, il existe. Oui, je sais qu'il existe. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait répression sexuelle à travers les lois, le fait de ne pas laisser les gens vivre leur sexualité librement, cela retentit, cela impacte sur leur santé psychique. Cela conduit à des maladies sexuellement transmissibles parce qu'il y a des rapports qui ne sont pas protégés. Cela conduit à des grossesses involontaires, à des avortements clandestins. Et tout cela a un coût économique. Donc, cette question-là est une question économique, c'est une question de liberté, c'est une question de développement. L'argent qu'on va dépenser à traiter ces problèmes-là peut être investi dans des projets de développement. Et le fait d'interdire aux gens d'avoir des rapports sexuels libres, consentis et assumés, cela impacte le rendement de ces gens-là, cela impacte les rapports qu'ils ont entre eux. Il y a la naissance d'une société agressive, frustrée, méchante à cause de ça. La frustration sexuelle qui est collective, qui est imposée, transforme l'individu en être agressif. Dans la vie quotidienne, elle peut aussi l'amener à basculer dans le terrorisme. Beaucoup de gens basculent dans l'acte terroriste pour aller au paradis, pour retrouver les houris, les nymphes. Les jeunes femmes aussi basculent pour aller vers l'État islamique, là où elles vont retrouver des super-héros virils, des hommes qui n'ont pas peur de la mort, qui vont être des partenaires sexuels. Donc on voit que cette frustration sexuelle est une question aussi de développement. Une société où il n'y a pas une sexualité saine n'est pas une société saine elle-même. Elle est malade. Elle ne peut pas se développer, pas aller de l'avant. Voilà, une partie de la société, en fait, il faut le dire, et c'est un constat qu'il faut faire, elle est conservatrice. Et elle n'accepterait jamais, en fait,
vos idées. C'est-à-dire comment faire pour pouvoir un petit peu, pas les convaincre, mais au moins trouver un juste milieu pour pouvoir un petit peu... Et les conservatrices au niveau du dire, au niveau des discours. Il y a un non, non à cela. C'est de la turpitude, c'est de la fornication. Donc les conservatrices au niveau du discours. Mais au niveau des pratiques, elle ne l'est pas. Beaucoup de familles, beaucoup de parents sont complices. Beaucoup d'adultes eux-mêmes pratiquent cette sexualité interdite, vous voyez. Donc, pour ça, je parle de rupture entre les normes et les pratiques. Mais on peut tout simplement pas leur dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, écoutez, pour vous, c'est haram, donc respectez votre conviction. Mais n'en faites pas une loi publique qui s'impose à tout le monde. Que l'État reste neutre dans ses lois, vous voyez. Et puis, il y a aussi une leçon à transmettre, un message à transmettre, et je l'ai fait à mon niveau. J'ai posé la question, pourquoi cette sexualité préconjugale a-t-elle été prohibée par l'islam? Question que personne ne pose, parce que pour la plupart des musulmans, c'est haram, c'est prohibé, donc pas question de discuter et de revenir là-dessus. Moi, je dis non, il faut comprendre pourquoi cela a été prohibé. Et j'ai montré que cette prohibition, elle cible d'abord et surtout et uniquement la jeune fille. Seule la jeune fille est tenue de s'abstenir sexuellement avant le mariage. Le garçon avait le droit d'acheter des esclaves, concubines, et les relations avec elles sont des relations légales. Les enfants sont des enfants légaux, pas de problème. Donc pourquoi seulement la jeune fille? Parce que la jeune fille, si elle a des rapports avant le mariage, elle va tomber enceinte, elle donnera naissance à des enfants illégitimes qui vont créer... Où il n'y avait pas de contraception. Voilà, donc là vous sautez les étapes. J'ai fini par dire que la virginité est un contraceptif. C'était un contraceptif. Alors on n'en a pas plus besoin, c'est ce que vous êtes en train de dire là? Mais bien sûr, maintenant nous avons des contraceptifs modernes, puissants, efficaces. Et là justement, à travers une éducation sexuelle, on montre aux jeunes comment faire l'amour en se préservant de deux risques. Voilà, le risque des maladies transmissibles et le risque des grossesses. Et puis, une fois qu'on leur dit cela, on leur dit, allez-y, si vous avez envie, si vous êtes consentant, protégez-vous et on n'aura plus ces risques-là. Voilà, les références faites à l'islam dans vos publications sont nombreuses. Pourquoi ce besoin d'aller puiser en fait dans la religion musulmane pour édifier vos thèses sociologiques? Parce que mes thèses sont des thèses modernes, modernistes, libertaires, n'est-ce pas? Elles se défendent elles-mêmes au nom des libertés, au nom de la raison. Mais comme elles contredisent le discours religieux islamique, on peut dire deux choses. Ce discours, on le met de côté, on sécularise. Et ça, c'est pas possible. Ce discours est là. Il inspire la loi. Il inspire les gens. Donc, autant montrer que ce discours religieux peut évoluer et doit évoluer et qu'il doit s'adapter, justement. Donc, c'est pour, en quelque sorte, dire oui à la liberté sexuelle au nom de l'islam, avec l'islam, pas contre l'islam, vous voyez. C'est un peu mon enjeu maintenant. Parce qu'on ne peut pas séculariser pour des raisons qui sont évidentes, des raisons politiques principalement, mais là aussi j'ai ma réponse, vous voyez. Parce que quand on dit que l'islam est religion d'État, cela n'impose pas à tout Marocain d'être musulman, cela n'impose pas à ce que l'école construise du musulman, produise du musulman. Cela ne signifie pas que
les lois doivent être tirées de la religion. Non, un État séculier, la religion est là, mais la vie publique est une vie libre. Aux religieux, le droit d'être religieux, aux non-religieux, le droit de ne pas être religieux. Voilà. Et l'ensemble vit en paix. Voilà, au-delà des questions d'ordre sexuel liées aux libertés individuelles, la société marocaine a beaucoup changé, on le voit, on le constate. Quelle trajectoire prend-elle, à votre avis? Il y a, à mon avis, une sorte de déterminisme historique. Notre société n'est pas figée, elle évolue, n'est-ce pas, au niveau de l'habit, au niveau de la nourriture, au niveau des villes elles-mêmes, tout est chamboulé, tout change. Et pourquoi veut-on arrêter l'histoire? Peut-on arrêter l'histoire? L'histoire, elle a sa logique, n'est-ce pas? Si on compare le Maroc d'aujourd'hui au Maroc des années 60, il y a un grand écart. Donc, le fait de vouloir arrêter, figer l'évolution sociale, sexuelle, politique, est un leurre, c'est une impossibilité. Donc, tôt ou tard, on va arriver à la sécularisation. Tôt ou tard, on va arriver à la liberté sexuelle. Donc maintenant, c'est comme si une société est en train d'agoniser. Elle résiste, elle refuse de mourir. Mais le fait de dire maintenant que de jeunes qui font l'amour doivent aller en prison, c'est maintenant un non-sens, c'est une absurdité. Si on y tient, c'est qu'on fait de l'idéologie, c'est qu'on cherche autre chose que la vérité. On cherche un intérêt politique, on cherche une place, on cherche une légitimité. Mais si on écoute l'histoire, si on écoute la société et si on respecte son rythme d'évolution, tôt ou tard, on va y arriver. On est déjà arrivé aux pratiques. Les pratiques sont déjà là. Et ces pratiques-là vont exploser les normes et les lois, parce qu'elles s'imposent. Voilà. Trouvez-vous que la société marocaine s'exprime avec... En fait, c'est un constat, je n'ai même pas à poser cette question. En fait, la question, est-ce que, au vu de cette agressivité qui marque quelque part notre société, au eu égard en fait des agressions enregistrées ici et là, quel regard portez-vous en fait sur cette agressivité exprimée par la société marocaine? Parce que le Marocain est frustré, sur tous les plans, pas seulement sexuel aussi, bien sûr. On peut parler d'un phénomène, selon les normes de la sociologie? Je parle de l'agressivité qui nous marque, ou qui marque la société marocaine. C'est-à-dire que cette société est frustrée. Là où vous vous tournez, vous êtes déçu. Vous allez à l'hôpital, vous êtes déçu. Vous allez à l'école, vous êtes déçu. Vous allez au tribunal, vous êtes déçu. Partout, vous êtes déçu. Vous voulez faire l'amour librement, on vous dit non. Donc, il y a trop d'interdits. Trop d'interdits, de la pauvreté bien sûr, économique, trop de manque, trop de lacunes, trop de désirs. Dysfonctionnement. Et comment voulez-vous que cette personne-là ne devienne pas agressive? Vous noircissez le tableau, là. Voyez. Mais c'est pas que je le noircisse. Il est comme ça. Il est noir. Tous les indicateurs le disent. Ça, c'est pas un point de vue personnel, c'est pas une opinion à moi. Les indicateurs sont là. Ne parlons pas de macroéconomie. Non, je parle de la vie quotidienne des gens, celle que le sociologue observe, celle que chaque homme vit dans sa peau, n'est-ce pas? Donc, ce Marocain que j'ai dit mahgour, n'est-ce pas, méprisé, qui n'a aucune valeur, qui est une victime de politiques publiques insatisfaisantes, frustrantes, comment voulez-vous qu'il ne bascule pas dans la violence? Cette violence qui n'est plus adressée verticalement vers les sphères du pouvoir,
disons, exécutée sur un plan horizontal, des Marocains contre des Marocains, à pied, en voiture, les gens s'insultent, les gens se bousculent, se battent, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus une conscience qu'il y a un responsable, qu'il y a des responsables, un criminel et qu'il faut renverser. Vous voyez, on est sorti de ce paradigme-là. Et on tombe dans un paradigme de violence, disons, de droit commun, si je puis dire. Vous voyez, la violence n'est plus politique, elle n'est plus révolutionnaire, elle n'est même plus réformiste, elle n'a plus d'horizon politique. C'est une violence, disons, de rue. Voilà, sur ce mot-là, notre émission, elle touche à sa fin. Abdessamad Dialmi. C'est pas vrai. Oui, déjà 26 minutes. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci, c'est moi, je suis étonné parce que c'est passé tellement vite. Ah oui, le temps j'ai l'impression que j'ai encore rien dit. Non, alors les 26 minutes sont finies et du coup, notre émission touche à sa fin. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.